Il y a 15 ans, des pères divorcés créaient l'association SOS Papa avec un slogan « Chaque enfant a le droit d'être aimé et éduqué par ses deux parents ». Leur objectif est réévoluer les lois et les pratiques pour que les pères aient les mêmes droits que les mères, notamment en ce qui concerne la garde des enfants. Philippe Lefebvre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'association SOS Papa dans la Somme. Alors un reportage, si vous le voulez bien, pour commencer, l'exemple de Richard, que vous connaissez, un papa que nous avions rencontré en 2003. C'était il y a 2 ans. Nelson s'apprêtait à fêter son 6e anniversaire. Un anniversaire prévu cette fois chez son père Richard. Un papa esseulé qui compte les jours passés ensemble. Un week-end sur 2 et la moitié des petites vacances et la moitié des grandes vacances aussi. Ce qui est assez court dans la mesure où un week-end commence le vendredi soir et se termine le dimanche soir. Depuis plus de 7 ans, Richard se bat pour que son foyer devienne l'hébergement principal de Nelson. Il a rejoint, en cas de divorce, le père ait les mêmes droits que la mère. Je n'ai jamais eu l'impression d'avoir été considéré avec équité. Et malheureusement, en rejoignant l'association SOS Papa, je me suis aperçu que je n'étais qu'un élément parmi une foule d'autres papas qui étaient également en face de véritables dénis de l'autorité parentale conjointe. Comme presque 2 millions d'enfants en France, le petit Mathieu ne voit son père que 4 jours par mois. L'association SOS interné 1 semaine sur 2, un système difficile à mettre en œuvre. Aujourd'hui, seuls 12% des couples y ont recours. Alors en lien directement avec la garde alternée, je vous propose d'écouter cette première question posée par un internaute de Creil, Alex. Nous avions convenu avec mon ex-femme de jouer le jeu de la garde alternée, mais nous ne sommes pas parvenus à la mettre en application. Alors Philippe Lefebvre. Disons que mettre en application si les deux parents ne se mettent pas un minimum, je dirais, d'accord. Alors c'est vrai que le reportage est très bien, était très significatif. Il n'y a qu'environ que 12% de parents qui ont la résidence alternée. Ça veut dire 1 semaine chez papa, 1 semaine chez maman. En règle générale, c'est 1 semaine chez papa, c'est 1 semaine chez maman, effectivement. Alors c'est vrai que depuis le 4 mars 2002, la loi existe. Parce qu'il faut voir qu'avant 2002, il arrivait fréquemment que les juges disent non, enfin la plupart. C'est vrai, ça, oui, c'est une réalité. Alors voilà, les personnes qui sont, je dirais, en anti-résidence alternée préconisent qu'il faut absolument un seul domicile. Ce qui n'est pas vrai. L'enfant a le droit, bien sûr, à ses deux parents, à pouvoir s'épanouir auprès de son papa, aussi bien qu'avec sa maman. Mais il faut quand même que les deux parents vivent proches l'un de l'autre, s'entendent très bien, j'imagine. Disons qu'il faut un minimum d'accord entre les deux parents. Il faut que les deux domiciles soient relativement proches, c'est-à-dire on ne peut pas imaginer une résidence alternée s'il y a environ 40 km de distance. On préconise une vingtaine de kilomètres. D'accord ? C'est votre combat principal, la résidence ? Non. Non, ça en fait partie, mais malheureusement, lors de nos permanences, on voit beaucoup pire que ça. On voit des papas qui n'ont même pas la possibilité de voir leurs enfants, je dirais, un minimum, c'est-à-dire un week-end sur 2. Ils se présentent au domicile et ils ont porte close. Alors la seule façon de pouvoir réagir, c'est de se rendre au commissariat le plus proche ou à la gendarmerie et d'y déposer non pas une main courante, mais un dépôt de plainte. Dépôt de plainte qui pour la première fois ne va pas faire réagir, mais depuis un petit moment, on se rend compte quand même qu'au bout d'un certain temps, ça aboutit un petit peu. Ça peut être suivi des faits. Ça peut être suivi des faits, voilà. Et je vous propose d'écouter, on va continuer là-dessus tout à l'heure, mais d'écouter un témoignage très intéressant justement d'une personne qui a vécu cela, qui s'appelle Jean-Claude, qui habite à La Fère. Il est père de 3 enfants et divorcé depuis 2 ans. L'environnement relationnel à tous les niveaux de la procédure judiciaire favorise la garde systématiquement à la mère. L'important avant, c'était de protéger les enfants. Il est utile aujourd'hui que les pères le soient aussi et que la garde partagée soit généralisée. Alors, quand il parle de systématiquement favoriser la mère dans l'institution judiciaire, vous le suivez ? Quelque part, oui. C'est vrai que quand il nous arrive plein, je dirais, quand je vois les papas, par exemple, il leur arrive plein de choses sur la figure, ils se disent que oui, ils sont carrément méprisés, mis de côté et que la justice est contre eux. C'est ce que disait Richard tout à l'heure, pourtant les juges sont censés quand même être relativement impartiaux. Oui, mais même s'il y a beaucoup de femmes, on le sait, dans la magistrature au niveau des affaires familiales, les 3/4 d'ailleurs sont des femmes, on imagine quand même qu'elles connaissent leur travail, leur métier. Oui, mais par exemple, si on reprend par exemple le thème de la résidence alternée, dans la logique du législateur, c'était justement pour qu'il y ait un équilibre pour l'enfant. Alors que dans l'esprit des juges, ils sont plutôt réticents. Donc, il est vrai que quand on voit les pourcentages, on se dit c'est très difficile, on a affaire à un mur, mais
comme je disais, là c'est une chose, mais le plus important, si vous voulez, c'est de garder un repère minimum par rapport à l'enfant et de pouvoir voir l'enfant un week-end sur 2. Parce qu'au niveau affectif, c'est très difficile de ne pas pouvoir embrasser son enfant. C'est une double souffrance, si vous voulez, parce que le papa ne peut pas embrasser son enfant et son enfant ne peut pas embrasser son papa. Il nous a laissé un... Écoutez, ça fait 3 ans visiblement qu'elle lui demande « Papa, je veux vivre avec toi ». Comment ça se passe? Alors, ce papa est parti n'est pas un cas unique. Personnellement, je le vis. Hein. Donc c'est un enfant qui... Oui, mais tient... la résidence chez le père, ça reste une exception. Alors, par rapport à l'âge de l'enfant, oui, effectivement, il faut vraiment qu'il y ait des très très gros problèmes chez l'autre parent pour avoir la résidence principale. D'accord? Ce qu'il peut y avoir, par exemple, comme l'enfant a 6 ans, âge de discernement, c'est qu'il demande au moins la résidence alternée dans un premier temps. Pour pouvoir déjà équilibrer, et au fur et à mesure que l'enfant grandira, si l'enfant le désire et que le père est toujours de cet avis, de demander la résidence principale. On parle souvent de poids culturel pour expliquer le fait que les juges, que l'institution a tendance à laisser les enfants aux mamans. C'est vrai qu'un nourrisson... Sans parler d'allaitement, hein, on va plutôt le laisser au... C'est vrai aussi que vous travaillez, nous travaillons, nous les hommes, encore un peu plus que les femmes. Tout ça, ça joue dans la balance. Oui, je dirais qu'un enfant en bas âge, la résidence alternée, il ne faut pas trop y compter. Je considère que quand l'enfant grandit, par exemple, vers l'âge de 4 ans, on peut préconiser dans un premier temps, et dès que l'enfant est scolarisé, par exemple, en primaire, et qu'il y a possibilité d'avoir la résidence alternée, je pense que là, il faut y être extrêmement favorable vers l'âge de 7-8 ans. Je vous propose d'écouter 2 réactions maintenant, celle de Michel, d'abord à Nogent-sur-Oise. Je trouve évident que les papas ont autant de droits que les mamans en cas de divorce. À moins qu'ils ne démissionnent, bien souvent, ils prennent l'enfant, hein, ce qui m'est arrivé malheureusement, et à d'autres aussi. Et tout de suite, un autre témoignage qui nous a été laissé sur le répondeur de Voix publique. Mon fils est père célibataire. Il va tous les 15 jours voir sa fille en Haute-Marne. Il a des vacances scolaires à moitié. Mais j'aurais voulu savoir pourquoi sur sa feuille d'impôt, on lui compte qu'une part, au lieu d'une part et demie, puisqu'il a la moitié de la charge de la petite. Ce sont des cas particuliers, on ne va pas faire de consultation ici sur le plateau, mais ce qu'on peut dire, c'est que souvent les enfants sont des enjeux financiers en tant que tels aussi, qui jouent aussi. Oui, alors il y a une propagée en France, c'est le syndrome d'aliénation parentale. Si vous voulez, l'un des parents dit aliénant manipule l'enfant, le perturbe, vis-à-vis du parent aliéné. Alors c'est encore assez méconnu en France malheureusement, mais on commence un petit peu à en prendre conscience au niveau de nos avocats, Maître Delancourt et Maître Waquet, mais ça reste très très marginal et on se rend compte que l'enfant vers l'âge de 7-8 ans est manipulé et que quand il arrive à une dizaine d'années en préadolescence, il se rend compte de la situation et retourne inversement. Moi j'ai le cas d'enfants qui sont chez leur mère de façon, je dirais, classique, et qui, à 12-13 ans, demandent d'aller vivre chez leur papa et de ne plus voir pratiquement la maman. Il y a une prise de conscience, les enfants mûrissent, et comme vous dites très justement, l'enfant n'est ni un otage, ni... je voudrais également insister sur le rôle du père au niveau éducatif. Alors, on ne va pas pouvoir malheureusement, vous l'avez dit tout à l'heure, il faut que le père puisse être présent le plus tôt possible, Tout à fait. Dans les faits plutôt à partir de 3-4 ans. En tout cas, je vous remercie d'être venu sur ce plateau ce soir, merci encore. Merci.